Bonjour à tous, bonjour à toutes, chers frères et sœurs, chers panafricains, chers internautes, tous ceux qui nous suivent et qui like notre canal, qui partagent nos vidéos et qui ont souscrit. Je remercie donc chacun d'entre vous. Je suis Léopold Seth Adouanyouel. Je suis membre d'Agir pour la République et la démocratie, un mouvement de la société civile qui a été mis en place par des jeunes africains, hommes et femmes de tous les pays d'Afrique. Nous avons décidé de mettre en place ce mouvement-là parce que nous avons constaté que dans beaucoup de pays africains, la démocratie et la république sont des mots qui accompagnent, n'est-ce pas, le caractère de ces pays-là. Mais force est de reconnaître que dans ces pays, les valeurs de la République ne sont pas respectées et les principes de la démocratie ne sont pas appliqués. Par conséquent, il nous est apparu nécessaire de prendre notre bâton de pèlerin afin d'aller vers les populations africaines et, n'est-ce pas, de parler de République, des valeurs de la République et également des principes de la démocratie. Et donc, partout en Afrique où nous allons observer, n'est-ce pas, la violation des valeurs républicaines et des principes démocratiques, mais nous allons réagir et nous allons intervenir et nous allons donner notre point de vue, nous allons donner notre analyse, nous allons donner notre contribution afin d'apporter, n'est-ce pas, notre eau au moulin de l'Afrique pour un bien-être des Africains, pour le développement des Africains, pour l'amélioration des conditions de vie des Africains. Raison pour laquelle aujourd'hui je suis encore devant vous. Aujourd'hui, nous avons décidé, Agir pour la République a décidé de faire focus sur le Cameroun. Au Cameroun, ce qui a retenu notre attention depuis maintenant plus de 2 ans, depuis 2017 jusqu'à maintenant, c'est la crise appelée la crise anglophone. Et pour nous disons directement là et maintenant qu'il y a génocide en Amazonie. Il y a génocide au Cameroun. Génocide pourquoi? Parce que les Nations Unies ont, en leur convention de 1948, déterminé, n'est-ce pas, et classifié ce qui peut être appelé génocide. Les Nations Unies ont établi, n'est-ce pas, dans la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression des crimes de génocide, établi, n'est-ce pas, qu'est-ce qui peut être classifié comme génocide. Et là-dedans, on a tous ces éléments-là. Je réfère donc tous ceux qui veulent plus ample information, aller se procurer cet article-là, cette convention, et puis ils auront plus ample détail par rapport à cela. Donc c'est sur la base de ce que les Nations Unies disent concernant le génocide que nous parlons. Et nous disons qu'au Cameroun, il y a une minorité qui est brimée. Il y a une minorité qui est opprimée. Il y a une minorité qui souffre de répression depuis 2017. Et cette minorité-là, elle se situe au sud-ouest du Cameroun. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que nous avons observé qu'il y a, c'est vrai, il y a une guerre. Il y a un conflit armé déclaré par l'État camerounais, par le gouvernement de Paul Biya, qui a décidé de déclarer la guerre à sa propre population. Ce qui n'a jamais été observé dans aucune démocratie. Dans aucune démocratie et dans aucune république où l'État, le gouvernement déclare la guerre à ses propres ressortissants, à ses propres populations. Cela est inadmissible. Cela est inadmissible et nous voulons véritablement parler de cela. Alors moi, je vais retourner un tout petit peu en arrière avant de revenir vous expliquer véritablement qu'est-ce qui se passe. En 1472, les Portugais arrivent au Cameroun, arrivent en Afrique centrale, ils débarquent. C'était les premiers Européens. Les Portugais, connus par tous, de tous, sont
des commerçants. Donc, ils ne restent pas sur les côtes camerounaises longtemps. Ils repartent. Et puis, après la conférence de Berlin, en 1884, l'Allemagne va prendre pied au Cameroun. Le Cameroun, pour l'Allemagne, c'est la partie qui part donc du Cameroun actuel, du Gabon, de la Guinée équatoriale, qui remonte jusqu'au Nigeria, au Bénin, au Tchad, au Niger, en Centrafrique. C'est toute cette zone-là qui constitue le Cameroun. Et le siège de décision de la colonisation, de la colonie allemande était au Southern Cameroun, c'est-à-dire au sud-ouest du Cameroun. C'était à Babenda, c'était les villes de Boué, qui étaient les sièges de décision, les sièges administratifs de la colonisation allemande au Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, comme, n'est-ce pas, réparation, les colonies allemandes seront réparties entre la France et l'Angleterre. C'est ainsi que l'Angleterre va obtenir donc certaines colonies, en l'occurrence le Nigeria, et puis la France va avoir, n'est-ce pas, la majeure partie des colonies, c'est-à-dire la partie orientale donc, du Cameroun actuel, qui sera le Cameroun francophone, et puis le Tchad et autres colonies, le Gabon, etc. Et donc, après la colonisation allemande, le sud-ouest du Cameroun va avoir la colonisation anglaise, pendant que l'autre partie du Cameroun va avoir la colonisation française. C'est deux types de gouvernements différents. Je vous explique. Les Français vont installer ce qu'on appelle le direct rule, c'est-à-dire la gouvernance directe. Comment ça se passe? Alors, depuis le palais de l'Élysée, depuis la France, je parlais du palais de l'Élysée pour faire actualité, mais depuis la France, depuis la métropole, les décisions sont prises. Le gouvernement français envoie ses représentants dans la colonie, envoie son gouverneur pour gouverner, pour diriger, pour orienter, pour décider pour ceux qui habitent la colonie. Pendant que chez les Anglais, c'est différent. La colonisation anglaise, le système de gouvernement anglais, c'est différent. C'est le indirect rule, c'est-à-dire la gouvernance indirecte. Donc, les peuples gouvernés par l'Angleterre reconnaissent comme autorité suprême la reine d'Angleterre, mais les décisions au niveau donc, local sont prises par les peuples eux-mêmes. C'est-à-dire que la structure sociale n'a pas été touchée. L'organisation sociale de ces pays-là n'a pas été touchée. Et donc, ce qui permet à ces pays-là de se constituer et d'avoir de la vigueur politique et de la vigueur sociologique et même anthropologique, de maintenir donc les structures sociales et de former ou de consolider, n'est-ce pas, leur esprit national. Donc, en Amazonie, on avait une nation parce c'était un peuple qui était là. Ils avaient une culture commune, ils avaient une histoire commune, ils avaient une langue commune. Donc l'anglais, ils avaient également le pidgin et ils ont une culture commune. Pendant que l'autre côté du Cameroun, mais les Français, le gouvernement français s'est évertué à, disons, détruire le système social, à déconstruire la structure sociale, à recomposer et puis à mettre en place des patins, des représentants, à mettre des marionnettes qui peuvent être manipulées depuis la France. Voilà un peu les deux systèmes de gouvernance. Et lorsque, après donc 1958, vient le temps des indépendances, mais le Cameroun francophone devient indépendant, le Cameroun anglophone devient indépendant, on a deux États. Et la France, le gouvernement français va décider de l'unification de ces deux États-là. Et l'unification de ces deux États, logiquement, c'est la fédération. Et en ce sens-là, Ahidjo sera coopté. Donc, Amadou Ahidjo va être coopté par le gouvernement français pour travailler à l'unification de ces deux Camerouns-là. Et en le mettant ensemble dans une fédération. C'était la première étape. Mais
les sud-ouest camerounais, les Ambazoniens ne savaient pas. Ils ne savaient pas que l'objectif était qu'ils soient unifiés. Pour eux, c'était la fédération. Ils allaient continuer avec le système de gouvernance qui était donc autonome. Ils avaient l'autonomie, ils avaient une forme de décision, ils avaient leur système judiciaire, ils avaient leur système éducatif qui était beaucoup basé sur le système judiciaire éducatif anglais. Et puis, les autres allaient rester avec le système français. Ils n'allaient pas être dirigés depuis donc Douala ou bien depuis Yaoundé, ils n'allaient pas être dirigés, mais ils allaient avoir leurs représentants, leurs propres décisions, etc. Alors, ce qui se passe, c'est qu'ils vont très vite se rendre compte que, ils n'auraient pas dû aller à la fédération. Beaucoup vont dire cela, on n'aurait pas dû aller à la fédération. Et donc, il va commencer à naître un vent de méfiance. Et puis, ce vent de méfiance va commencer à se radicaliser. Et en même temps, il y aura un autre groupe qui, eux, seront beaucoup plus pour la fédération, qui vont militer pour la fédération. En 1972, Ahidjo va donc transformer la fédération en une république unie. On est toujours en train de parler de deux États différents, puisque pour parler d'unité ou bien d'unification, il faut prendre deux entités différentes, ou trois entités. En tout cas, il faut prendre deux entités différentes. Donc, que ce soit la fédération ou bien la république unie, on est toujours en train de mettre en place, en train d'unifier deux entités. Et puis après Ahidjo vient Paul Biya. En 1984, le Cameroun sera désormais la République du Cameroun. On ne parle plus aujourd'hui au Cameroun de fédération, d'unité ou bien d'unification, mais on parle de République du Cameroun, d'un État, comme si cet État-là, il avait de tout temps existé. Alors que l'histoire coloniale montre qu'il y a séparation. Alors que l'histoire sociale montre qu'il y a, n'est-ce pas, distinction. Alors que l'histoire linguistique montre qu'il y a distinction. Aujourd'hui, il y a un choc au niveau linguistique, il y a un choc au niveau culturel, il y a un choc au niveau social, parce que, tout simplement, les différentes générations qui sont passées par cette histoire commune qui est la colonisation n'ont pas les mêmes visions. Les anglophones sont pratiques, pragmatiques, ils voient comme les Anglais. Les francophones voient beaucoup plus comme des francophones, comme les Français, comme le gouvernement français le veut. Les anglophones sont beaucoup plus indépendantistes, ils sont beaucoup plus autonomes. Les francophones sont beaucoup plus enfantins parce qu'ils sont infantilisés par le gouvernement français. Les anglophones ne veulent pas être dirigés depuis la France par le gouvernement français. Les francophones veulent toujours être dirigés depuis la France par le gouvernement français. Voilà le choc. C'est le décor. Alors, je parlais tout à l'heure d'une génération montante d'intellectuels, de jeunes qui ont appris l'histoire de leur pays, donc de leur État, l'Ambazonie, qui ont grandi et aujourd'hui là, qui se sont radicalisés. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'ils souffrent de marginalisation par le gouvernement de Paul Biya. Ils souffrent de ségrégation, ils souffrent, n'est-ce pas, de discrimination à tous les niveaux par le gouvernement de Paul Biya. Et donc, par conséquent, il faut revenir à la fédération et sinon, il faut aller à l'indépendance. Il faut aller à l'indépendance. Les militants de la fédération vont tenter, n'est-ce pas, des contacts, des négociations. Alors, en février, à partir de février 2017, les avocats vont lancer une manifestation. Pourquoi? Parce que le gouvernement, l'État étant devenu Cameroun, République du Cameroun, étant devenu unifié, il faut uniformiser le système judiciaire. Il faut également uniformiser le système scolaire. Voilà également d'où est-ce que part, n'est-ce pas, le problème. Qu'est-ce qui va exacerber, n'est-ce pas, les tensions? Lorsque cette uniformisation-là commence à être mise en place, les avocats anglophones qui sont pris de court vont revendiquer, vont demander à ce que
le maintien, n'est-ce pas, du système anglophone, du common law. Le gouvernement Biya va dire niet. Les enseignants vont entrer dans la danse parce que les magistrats, les avocats, les magistrats vont mener une grève. Ils seront réprimés. Ils seront réprimés, ils seront rudoyés, ils seront, je dirais même, opprimés. Mais ils maintiendront la pression, n'est-ce pas, par ces actions civiques-là, ils maintiendront cette pression-là. Parce qu'ils sont hommes de loi, ils veulent, n'est-ce pas, que la loi soit respectée. Les enseignants vont rejoindre les revendications corporatives des avocats, des magistrats anglophones et demander à ce que le système anglophone demeure. Là encore, un fin de non-recevoir du gouvernement Biya. À la suite de ces revendications-là, les étudiants vont entrer dans la grève, dans la danse, comme on l'a dit, et le gouvernement Biya va envoyer militaires, policiers, n'est-ce pas, lancer un assaut des cités universitaires. Il y aura des viols, il y aura des meurtres, il y aura, n'est-ce pas, du sang qui sera versé. Les parents d'élèves choqués, les parents d'élèves meurtris entrent également à leur tour dans la danse pour soutenir les avocats, pour soutenir les enseignants, pour dénoncer la répression et l'oppression du peuple ambazonien. Suite à cela, la diaspora ambazonienne prend le relais et puis accentue les mouvements de protestation. En septembre 2017, il y a 300 morts dénombrés par les autorités ambazoniennes. En octobre 2017, lors de la proclamation de l'indépendance, également 500 morts. Et à partir de là, tout part. À partir de là, les Ambazoniens décident de s'auto-défendre. C'est la guerre. Le président Paul Biya déclare la guerre et c'est la guerre. Aujourd'hui, ce sont plus de 3000 morts qui sont dénombrés, plus de 3000 morts. On compte par certains, n'est-ce pas, ce nombre de morts-là peut aller jusqu'à 20 000 morts, puisque ce sont ceux qui sont visibles, qui sont comptés, ceux qui sont dans les villes, ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les forêts ne sont pas comptés. Il y a près d'1 million de déplacés internes, plus de 50 000 réfugiés, et le nombre ne cesse d'augmenter. Il y a plus de 200 villages brûlés par les milices gouvernementales du président Biya, du gouvernement camerounais. Nous attirons l'attention des Nations Unies. Les Nations Unies ont le devoir de protéger les minorités. Au Cameroun, la minorité ambazonienne est en train de souffrir, est en train de mourir. C'est un génocide. Nous appelons tous les hommes de bonne volonté à dire non à ces génocides-là. Nous appelons les États-Unis, nous appelons la France, nous appelons l'Angleterre, nous appelons la Chine, la Russie, la France, tous ceux qui sont membres permanents du Conseil de sécurité. Nous appelons tous les décideurs, l'Union européenne, à prendre aujourd'hui fait et cause pour l'Ambazonie et dire non avec nous. Vous tous qui nous assistez, si vous êtes d'accord avec nous pour dire qu'il faut que le génocide en Ambazonie cesse, alors il faut partager cette vidéo-là pour que le secrétaire général des Nations Unies comprenne que ce n'est pas seulement les Ambazoniens, mais ce sont les Africains, c'est tous les Africains aujourd'hui qui ont pris fait et cause pour dire qu'il faut que ce génocide-là cesse. Il faut que la mort s'arrête. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu ici et maintenant, afin qu'on puisse obtenir le retour des réfugiés et la reconstruction de cette région-là. La résolution de ce problème-là, c'est par le dialogue. Donc, partagez afin qu'on obtienne tous, ici et maintenant, un cessez-le-feu, on obtienne l'arrêt systématique, immédiat de ce conflit-là. Je vous remercie.